Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et TradeLab, et avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: l'expérience utilisateur au cœur de la performance publicitaire. Plus d'un tiers des internautes utilisent un adblocker. L'une des premières causes de l'usage de ces logiciels de blocage des publicités est l'interruption intempestive de l'expérience de navigation de l'utilisateur. L'industrie publicitaire prend conscience de l'inefficacité marketing que suscite un trop-plein publicitaire, jadis pensé pour, soi-disant, améliorer la performance des campagnes. En quoi le respect de l'expérience utilisateur en publicité digitale est un enjeu pour la performance publicitaire? Convaincre un annonceur de concilier le respect de l'expérience utilisateur et la performance marketing, n'est-ce pas un vœu pieux? Quelles sont les initiatives mises en place pour respecter l'expérience utilisateur? Pour en discuter, Lawrence Taylor de Retail for Brands, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Frédéric Eschenbaum, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant puisqu'il a généré pas mal d'initiatives sur le marché publicitaire, que ce soit en France ou à l'étranger, à savoir l'expérience utilisateur et un enjeu également, cette expérience utilisateur, pour la performance publicitaire. Et pour commencer, première question, comment peut-on définir l'expérience utilisateur en publicité digitale? Vincent. Bonjour à tous. L'expérience utilisateur dans la publicité digitale, pour moi, en effet, la publicité a un rôle majeur dans la relation entre les marques et les médias. Et donc, bien entendu, elle doit être intégrée de façon la plus subtile possible pour ne pas être une barrière entre le contenu proposé par le média et l'utilisateur. Donc, en résumé, ça serait bien évidemment une intégration qui soit respectueuse de l'utilisateur, donc la mieux intégrée au sein des différents médias. C'est également répondre aux objectifs de l'annonceur. Donc c'est en gros un juste équilibre entre les attentes des annonceurs, leur performance publicitaire, et puis bien évidemment faire en sorte que le contenu soit respecté par cette publicité. Merci Vincent. Lawrence, ta définition de l'expérience utilisateur. Vincent a presque tout dit, donc je vais juste le résumer. En fait, c'est la capacité en fait, de jeter une passerelle entre les besoins business d'une marque et d'une entreprise et les attentes du consommateur au final. Et c'est une publicité qui est choisie et qui n'est pas subie. Et finalement, une bonne publicité, c'est une publicité qui ne se voit pas. C'est paradoxal. Voilà. Merci Lawrence. Pierre-Louis, ta définition de l'expérience utilisateur en publicité digitale? En fait, on a une définition en creux, c'est éviter le rejet déjà. Donc, éviter le rejet, ça signifie effectivement une intégration la plus intelligente possible d'un élément publicitaire dans un contenu. Ça nécessite aussi un contrôle de la répétition. C'est du basique, mais c'est pas forcément fait tout le temps. Et donc pour un annonceur, c'est d'abord éviter un rejet. Qui dit éviter le rejet dit accepter. Après, il y a les intégrations dans les contenus. Effectivement, moins une publicité est vue, mieux elle est perçue. C'est un peu illogique, mais c'est ça. Facebook l'a très bien compris. Je sais que je ne devrais pas citer les GAFA, mais bon. Si, ici on peut tout citer. Voilà. Alors là, ce qu'on voit par contre, pour pousser le bouchon un peu plus loin, c'est qu'il y a des contenus fixes et des contenus vidéo. Et en ce moment, l'intégration de publicité au niveau des contenus vidéo commence à être de plus en plus pratiquée. Et pour le coup, pour revenir à la notion de rejet, je pense qu'on va arriver à une saturation assez rapide à ce sujet-là. Donc l'expérience utilisateur, elle doit être contrôlée comme elle est sur le feu H24 par toutes les régies publicitaires possibles. Merci Pierre-Louis. Frédéric. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de pas trop me répéter, mais commençons avec un peu de théorie. L'expérience utilisateur, finalement, c'est l'arbitrage entre l'encombrement publicitaire auquel peut être exposé un internaute ou un mobinaute
et l'accès au contenu, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne soit pas biaisé et que cet internaute ou ce mobinaute puisse bien accéder à ce contenu-là. Donc du coup, c'est un enjeu à la fois pour les éditeurs qui doivent faire en sorte qu'en effet, il n'y ait pas trop d'encombrement publicitaire pour ne pas perdre d'audience, qu'il y ait un bon taux de rétention, etc. etc. Mais ça va être aussi un enjeu assez majeur pour les annonceurs, pour les marques, puisque bien sûr, ça peut avoir un effet sur la mémorisation, sur le bêta de mémorisation, sur l'image de la marque ou sur les performances d'une campagne publicitaire digitale. Alors merci parce que tu me permets de Une faire belle transition, n'est-ce pas ? une très très belle transition. Je te remercie pour ça, Frédéric. Justement, puisque tu parles de performance, en quoi le respect de l'expérience utilisateur en publicité digitale est un enjeu pour la performance publicitaire, Vincent ? Moi, je pense que c'est au-delà d'un enjeu, c'est un facteur prépondérant de l'efficacité des campagnes publicitaires. Encore une fois, on l'a dit précédemment, la publicité ne doit pas être une barrière entre la marque annonceur et l'utilisateur. Nous, on l'a appliqué au sein de France Télévisions en adaptant la pression publicitaire à 3 critères aux usages. Et donc, par exemple, à adapter la création en fonction de la typologie d'audience, donc par exemple les publics les plus jeunes, etc. Donc on adapte la pression publicitaire aux usages. À la durée des contenus, on en parlait précédemment, mais en effet, au sein d'une vidéo, on va être plus enclin à accepter une pression pub plus ou moins importante en fonction de la durée du contenu qu'on va visionner. Donc ça, c'est un facteur, encore une fois, extrêmement important sur la tolérance à la publicité et éviter le rejet qu'évoquait Pierre-Louis. Et puis, encore une fois, en effet, c'est aussi le comportement. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout simple, le droit à l'erreur, par exemple. Nous, je pense que ça arrivait à tout le monde autour de la table de lancer une vidéo, d'avoir un écran publicitaire en amorce de cette vidéo et puis finalement de se dire non, c'est pas cet épisode-là ou c'est pas cette vidéo que je souhaitais choisir. Et donc de relancer notre vidéo. Et donc par exemple, nous, on ne met pas de nouvelles publicités dès lors que l'internaute a décidé de changer dans un laps de temps court. Donc justement, c'est éviter ce rejet. Et donc quand on fait tout ça, quand on multiplie tout un tas de ce type de démarches, l'encombrement publicitaire, etc., on y reviendra peut-être après, et on constate qu'il y a une meilleure mémorisation, une meilleure attention, et puis également jusqu'à des items sur les ventes, etc. Donc pour moi, ce n'est même pas un enjeu, c'est qu'il y a une corrélation évidente entre une pression publicitaire maîtrisée, nous on prône une publicité responsable et raisonnée, et l'efficacité d'une campagne publicitaire. Alors ce que je note, c'est l'adaptation en fonction des usages, de la durée des contenus et du comportement de l'internaute ou du mobinaute, la notion de droit à l'erreur, je retiens, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on pense quand on est une régie. Oui, je pense c'est un peu singulier comme démarche. Oui. Merci Vincent. Laurence, ta vision sur le respect justement de l'expérience utilisateur en publicité et le fait que ce soit un enjeu pour la performance publicitaire. Alors, je pense qu'on a tous commencé à un peu en parler. On a parlé de rejet, on a parlé de saturation publicitaire, on a parlé de respect de l'internaute. En fait, ça s'incarne par un chiffre qui est l'adblocking. L'adblocking global, c'est 27%. 27% des internautes au niveau mondial, ont un adblocker. 34% en France. On est le 3e pays, derrière la Grèce et la Pologne. Beaucoup plus en avance que le Royaume-Uni où c'est 21%, ou la Corée qui est le dernier sur la liste de l'OCDE qui est à 13% par exemple. Alors j'ai vu un chiffre circuler sur le Japon sur le mobile, je ne sais pas s'il est vrai. Alors je ne sais pas si les opérateurs intègrent un adblocker ou quoi, mais on parle de 98% des mobinautes japonais qui auraient un adblocker. Je ferme la parenthèse, si quelqu'un sur les réseaux veut bien me dire si ce chiffre est vrai ou pas, en tout cas je l'ai vu circuler. Excuse-moi Laurence, mais c'est important ce que tu évoques. Ouais. Et du coup tu te retrouves avec un tiers de ta population que tu n'es même pas capable de cibler avec de la publicité traditionnelle. Donc qui réussit finalement à vraiment intégrer sa publicité dans ses contenus, le mieux, c'est les GAFA. Google, par exemple sur un Google, la vraie expérience utilisateur, c'est d'être responsif par rapport aux besoins de l'utilisateur. Ça s'appelle le SEO. Et ensuite, ça indexe le prix que tu dois payer en paid search. Facebook,
Ils ont beaucoup tâtonné au début. Ils mettaient vraiment l'expérience utilisateur au centre. Ils ont fait des essais, des erreurs, et ils sont revenus vers des formats qui étaient le plus insérés dans leur contenu. Et Amazon va encore plus loin, puisque eux, ce n'est pas l'expérience utilisateur, c'est l'expérience client qui est au centre de la performance publicitaire. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu cette longueur d'avance qu'on peut avoir. Ensuite, ils le réussissent moins bien sur un YouTube, par exemple. Sur YouTube, tu es beaucoup plus contraint. Oui, mais ils ont besoin d'abonnés, donc... Je peux me permettre de rebondir. Oui. On parlait de la vidéo, Pierre-Louis parlait de la vidéo, et tu fais référence à YouTube. YouTube et Facebook, par exemple, aujourd'hui, sur l'expérience publicitaire au sein des vidéos, donc la vidéo in stream, YouTube commence à avoir du multi-pré-roll, Facebook teste le mid-roll. Donc on réinvente pas la roue finalement, on retrouve ce qu'on fait déjà en télé linéaire, ce qu'on est en train de ce qu'on a reproduit ensuite sur le replay, etc. Donc je pense qu'il y a également on réinvente pas la roue, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir en effet apporter une performance au client, il faut qu'en effet la création soit vue, visible, etc. Et qu'à un moment donné, le biais de l'outstream, alors je ne parle pas en effet du SEO ou autre, mais le biais de l'outstream, et je pense que Facebook peut en témoigner, c'est-à-dire que les insertions outstream, la visibilité, le taux de visibilité ou le taux de complétion des vidéos est relativement faible et donc commence à être challengé par les annonceurs, entre guillemets, à juste titre. Merci Vincent, tu fais appel aussi à une notion qui est très importante pour Pierre-Louis, à qui je vais donner la parole dans quelques instants, à savoir la répétition, puisque tu disais qu'on ne réinventait pas la roue, mais quand même l'objectif d'une publicité, c'est qu'elle soit vue. Ton avis, Pierre-Louis, justement, sur le respect de l'expérience utilisateur comme enjeu pour la performance publicitaire? Là, je me place d'un point de vue annonceur. L'annonceur, il reçoit un plan média de la part de son agence. Cette agence a produit un plan média multi-support ou multi-éditeur. C'est-à-dire que quand on voit ça de l'angle France Télévisions avec protection du moment de consommation de contenu, il n'y a absolument aucun problème. Le produit est pur et plutôt propre et bien construit. Mais maintenant, d'un point de vue annonceur, moi j'achète un plan média où j'ai du YouTube, du France Télé, du TF1, du mid-roll sur Facebook, etc., etc. Résultat, mon expérience utilisateur en tant que marque, elle peut être quand même négative parce que mon taux de répétition et ma pression publicitaire globale plan média est trop forte. Ce qui veut dire qu'en fait, l'intermédiation d'agences, elle est super importante, elle est même centrale, parce que l'expérience utilisateur d'un point de vue annonceur, elle est entièrement contrôlée par l'agence. Et par donc l'ad serving et la capacité de distribuer, de contrôler le nombre de contacts. Donc l'expérience utilisateur, l'annonceur et son agence ont vraiment beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Et ils doivent contraindre un maximum leurs plans médias, les analyser au plus profond possible pour justement contrôler cette répétition et cette espèce de pression publicitaire qui est multi-support et multi-device. La saturation liée à la répétition est centrale. Et l'agence est là pour ça. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. Frédéric, ta vision en ce qui concerne le respect de l'expérience utilisateur comme enjeu pour la performance publicitaire? Je vais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Lorenz, puisqu'il a pas mal parlé des GAFA, qui sont des acteurs qui se sont emparés en fait, du sujet expérience utilisateur extrêmement tôt. Il a parlé de Google avec le SEO, avec le SIA, il a parlé de Facebook avec des formats qui s'intègrent nativement dans le fil d'actualité, etc., etc. Et il a conclu par Amazon avec des enjeux business et des enjeux expérience utilisateur, mais aussi connaissance client, expérience client. Et s'il y a bien des acteurs sur le marché mondial aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc., qui s'emparent aussi de ce sujet et pour qui ce sujet est extrêmement central aujourd'hui, c'est bien les retailers. Je parle des retailers parce que je connais, c'est un sujet que je connais plutôt bien. Et voilà, il y a un petit peu un buzzword en ce moment autour de ce qu'on appelle le retail média, qui sont des emplacements, on va dire des modes de communication croisés, que ce soit marketing ou trade marketing, qui sont mis en place conjointement entre des annonceurs fournisseurs et des retailers. Et autour de ce sujet-là, eh bien, on a des distributeurs, que ce soit sur leur site e-commerce, mais aussi en magasin, qui mettent en place des dispositifs où ils font extrêmement attention à l'expérience utilisateur. On a ce qu'on appelle du merchandising native, c'est-à-dire de l'achat de mots-clés sur des sites e-commerce. On peut avoir des stop rayons ou des formats publicitaires sur des sites e-commerce qui ne sont pas bloqués.
qui ne sont pas bloqués parce que aussi ils respectent l'expérience utilisateur et on va dire que l'internaute ou le mobinaute, le futur client qui navigue sur une marketplace e-commerce aussi va moins être irrité par ce type de format qui va être lié au stock avec des boutons d'ajout panier directement si on parle d'Amazon ou d'autres retailers mondiaux. Donc, et finalement, c'est un sujet qui est extrêmement important d'une part pour l'annonceur-fournisseur parce que il est là pour optimiser, si on se passe dans un contexte très très bas de funnel, il est là pour optimiser le business et les ventes que va faire ce fournisseur sur cette marketplace. Mais c'est aussi un enjeu qui est extrêmement important pour l'éditeur/retailer, puisque ça optimise aussi ses ventes et du coup aussi son chiffre d'affaires. Et Amazon, en effet, le fait extrêmement bien. On a Cdiscount ou Fnac Darty en France aussi qui sont des acteurs qui sont pas mal emparés de ce sujet-là. Alors justement, Merci Frédéric. Pierre-Louis, tu veux rebondir? Compléter deux choses par rapport à ça, c'est extrêmement important ce qui vient d'être dit parce qu'il va y avoir un basculement des investissements publicitaires vers des plateformes e-commerce, c'est une évidence. Le retail va être un aspirateur de budget non neutre dans les 2 ou 3 prochaines années. On revient sur la notion d'expérience utilisateur. Il faut aussi qu'elle soit totalement indolore et qu'on ne se sente pas violé. Je m'explique, une femme 30 ans qui donc a une propension à avoir bientôt un enfant ou qui est déjà enceinte ne doit pas se sentir ciblée. C'est-à-dire que concrètement, l'expérience utilisateur doit être totalement indolore aussi, notamment en retail. C'est-à-dire qu'on ne va pas balancer du Vania à toutes les femmes 30-35 ans. Si on fait ça, c'est sûr qu'il y a une génération du rejet immédiat et il faut laisser l'individu se sentir libre par rapport au message publicitaire. Et ça pose ensuite la question du retargeting. On a eu tous ce débat-là dans les années 2005-2010 où quand on allait sur la Redoute, on se reprenait 150 messages des chaussures Redoute sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Le retargeting fait partie du pain point aussi concernant l'expérience utilisateur parce que ça va trop loin et encore une fois, les répétitions et le remessaging est mal contrôlé encore à date. Donc, oui. Pour l'efficacité vente et retail média, ces items-là vont être centraux à maîtriser. Je pense que si on se met Merci Pierre-Louis. Lorenz. d'un point de vue utilisateur, et avant même de parler de publicité, on va avoir un triple phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu rentres dans une saturation publicitaire, je trouve hyper intéressant ce que vous faites sur France Télévisions, à dire si quelqu'un a commencé à entamer un contenu, qu'on lui a déjà servi de la publicité, qui a eu cette espèce de contrat de tu as ce contenu gratuit parce que tu as eu la publicité et tu passes à autre chose, c'est hyper sain en fait. Parce que si jamais on ne le fait pas, en tant qu'industrie au sens le plus large, on va se retrouver face à un phénomène qui est assez nouveau dans le digital, qui est avant, il y a toujours eu pléthore d'inventaires. En télé, parfois, il n'y avait pas d'inventaire disponible sur du prime. Voilà. Sur certains emplacements, ça faisait partie du... En presse, tu pouvais rajouter de la pagination, mais les premières et dernières pages, elles étaient plus difficiles à avoir. En digital, à part sur de la homepage, tu n'as jamais eu un effet genre « j'ai pas d'inventaire, je ne peux pas servir ta publicité ». Et là, on va se retrouver face à un phénomène d'un point de vue utilisateur avec différents types d'utilisateurs. Soit des gens qui skippent toutes les publicités, ou qui ne font pas attention, qui le fassent techniquement ou mentalement, ceux qui vont aller vers de l'adblocking, et des populations CSP+, qui vont aller vers des contenus payants et ad-free. Donc on va se retrouver, en particulier sur des CSP+, qui ont toujours été les plus difficiles à toucher, sur lesquels le digital était un point de contact. Moi, j'ai commencé ma carrière où tu avais CSP+, tu mettais du digital dans ton plan, et c'était à peu près cohérent, où tu vas te retrouver. Mais comment tu touches ces gens-là ? Ils sont de moins en moins sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont en saturation de ces réseaux sociaux. Ils consomment, que ce soit Le Figaro, Le Monde ou L'Équipe, en version payante, donc il n'y a pas de pub dessus. Et tu ne cites pas Libération qui vient d'annoncer que pour ses abonnés, il n'y avait plus de traceurs publicitaires. Libération. Et je me permets, c'est une ancienne maison, je les salue. et qui sont sur et qui ensuite vont être sur Netflix, sur OCS, et qui sont prêts à payer pour du contenu de qualité, à un moment ou à un autre, mais sans publicité. Donc, un des seuls points de contact qu'on va avoir, par exemple, ça va être le placement de produit. Et c'est pour ça que le placement de produit, il est en plein boom aux États-Unis en particulier. Et je trouve qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport en particulier aux États-Unis. Je vous propose de passer à la troisième question, qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, notamment en termes de performance. On a parlé du retail, effectivement, où la notion de performance, quand je fais un plan média, c'est important que j'en ai pour mon argent, d'une certaine manière. Et tu as parlé de la responsabilité, Pierre-Louis, qu'ont les agences
avec leur annonceur à réfléchir comment on peut augmenter la performance tout en conciliant un peu l'expérience utilisateur, d'où ma question qui vient. En publicité digitale, en général, convaincre un annonceur de concilier le respect de l'expérience utilisateur et la performance marketing, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux en réalité, Vincent? Alors, je ne pense pas du tout, et je rebondis sur les paroles de Laurence parce que je suis à 100% en phase avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en effet, le problème de l'industrie digitale, c'est que l'inventaire a été un concept. Il suffisait, on créait artificiellement de l'inventaire publicitaire, à contrario d'autres médias, et en effet, l'analogie avec le média télé me paraît extrêmement pertinente puisque c'est cadré, c'est normé. Et en gros, il y a une pression pub qui est légiférée, 12 minutes par heure, etc. Chaque éditeur ayant la possibilité ou non d'exploiter cet inventaire publicitaire. Là-dessus, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important pour une marque média, c'est ce contrat de lecture qui est opéré avec ses utilisateurs. Et donc, en effet, je pense que les utilisateurs, d'une part, ne sont pas schizophrènes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les plans médias, on a un plan média à la performance, puis un plan média branding. Donc, branding, on va être soucieux de l'expérience utilisateur, et performance, on ne va pas l'être. Et en effet, je pense que le retargeting est allé beaucoup trop loin. Et je pense que, bien évidemment, il y a eu aussi un rejet, une défiance de la publicité digitale liée à cet effet de saturation. Et ce n'est pas parce qu'on est sur une campagne purement performance que ça n'a pas également des impacts négatifs sur l'image de marque de ces médias. Donc ce n'est pas un vœu pieux parce que, encore une fois, à partir du moment où on a un contrat de lecture qui est fort entre la marque programme et l'utilisateur, ce dernier, je pense, est prêt à accepter une publicité à condition qu'elle soit maîtrisée, entre guillemets, soucieuse de son expérience, etc. Donc c'est la raison pour laquelle nous on a mis tout un tas de démarches visant à proposer cette publicité qu'on va qualifier de responsable et raisonnée. Mais juste pour conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'on en oublie aussi le contenu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer la relation que peuvent avoir un utilisateur avec sa marque programme et le transfert de valeur qui est opéré entre une marque contenu et une publicité. Et juste pour lui dire, nous on a mis en place, et nous, alors là je ne vais pas parler du digital mais de la télé, mais je pense qu'on retrouve les mêmes tendances, on a mis en place un nouvel indicateur, le Quality Rating Point, et on mesure en quoi l'effet contexte peut avoir des effets en termes de performance marketing. On l'a mesuré sur à la fois des items liés au branding, la confiance, etc., mais également sur les ventes. Par exemple, nous, donc, le QRP, on restera sur cette dernière. On constate une augmentation des ventes liées au contexte. Très bien. Donc merci. Tu as répondu effectivement avec cette dernière phrase à la question. Si on arrive à avoir un bon contexte qui permet de mieux scénariser la publicité, les performances sont au rendez-vous. C'est bien ça? Exactement. Merci Vincent. Laurence? Alors, dans l'absolu, je pense que quand tu construis ta stratégie, quand tu construis le plan média, il y a toujours le vœu de dire je ne veux pas une publicité qui soit trop intrusive, je veux quelque chose de riche, je veux quelque chose qui participe à l'expérience de marque. Complètement d'accord. Mais ensuite, quand tu es dans la réalité du plan média, ben, tu as tes KPI de campagne. Et sur de la vidéo, moi j'ai vu des annonceurs qui me disaient je veux 90% de visibilité, mais je veux le format skippable, parce que je ne veux pas être trop intrusif. Ben, ce n'est pas possible. Donc il y a un moment ou un autre, il faut considérer qu'en particulier sur du high impact, tu ne peux pas avoir et le respect de l'utilisateur et des performances qui sont sous stéroïdes, quoi. Ouais, mais il n'y a pas une sorte d'échelle qu'on pourrait construire en disant bah, si tu as ça, tu pourras obtenir éventuellement entre tel ou tel type de résultat. Je ne sais pas, hein, je pose la question de manière T'as l'IAB, mais en fait, l'IAB est parti tellement bas. Oui, mais il n'y a pas de performance dans ce que propose l'IAB. Il y a plus une recommandation sur ce que doit être le temps, par exemple, d'exposition. Mais derrière, qu'est-ce que ça peut signifier en termes de performance? C'est ce qui est important pour l'annonceur. Et donc, c'est sa capacité à accepter une recommandation d'agence. Un annonceur, effectivement, c'est ça. Donc, un travail d'agence, c'est une discussion entre les deux, mais il faut absolument que l'annonceur soit capable d'accepter un message qui n'est pas forcément super positif de la part de l'agence. Or, l'agence, ce qu'elle veut, c'est faire plaisir à son client d'une façon ou d'une autre. Quand l'annonceur dit « je veux du 90% de visibilité avec du 100% skippable »,
Bon, à un moment donné, première réunion, ça va être compliqué. Deuxième réunion, ça va être un peu compliqué, vous comprenez. Troisième réunion, c'est bon, d'accord, alors. Et puis le plan, il part. Et... Ça sent le vécu en tout cas. c'est C'est ce que j'allais dire. Merci Frédéric. Et du coup, Lorenz, tu voulais terminer. 90% avec du non skippable, ça s'appelle de la fraude. Hein. En plus. C'est-à-dire que tu nourris un système où en fait, et c'est vraiment, je pense que c'est l'enfer est pavé des meilleures intentions du monde. C'est-à-dire tu parles C'est marrant parce que c'est le titre d'une émission qu'on va tourner bientôt sur le programmatique. Est-ce une route vers l'enfer pavée de meilleures intentions? Mais c'est très tu vois, tu parles de vœux pieux et tu vois. voilà, c'est-à-dire que c'est c'est très beaucoup dans la religion. aujourd'hui. Ouais, Il paraît que Et je t'as suis ce réflexe, un peu en fait. évangéliste. En fait, sur le digital, on s'est un peu tiré une balle dans le pied. On veut des KPI sur chacun des éléments. Donc, on a ce KPI. On a commencé, tu commences en année 1, tu as 60% de visibilité. Donc, tu demandes à l'agence d'optimiser un petit peu. C'est normal, tu vois, tu essayes de le pousser. Mais au bout de 4-5 ans, tu te retrouves avec 90% de visibilité parce que chaque année, tu demandes 5% de plus. C'est tout. C'est pas. Voilà. Merci Lorenz. Pierre-Louis, rapidement. Là, on parle de contexte, de contenu, tout ça, mais il y a aussi le ciblage. Mm. Alors, si on revient sur notre ami le RGPD, l'individu va être, d'à part ses contraintes, va dire moi je veux ma privacité totale, je veux pas savoir qui on est, je veux pas être tracé, je veux pas de cookies. Résultat, on va se retrouver avec des publicités pour des tondeuses auprès d'habitants dans un immeuble, quoi. C'est-à-dire que le ciblage va être de moins en moins efficace à cause du RGPD et de la maturité de l'internaute derrière. Et quand on parle d'expérience utilisateur, me prendre des publicités pour les tondeuses alors que j'habite au 4e étage, ça va être un peu curieux. Et le risque du RGPD, ça va être aussi de générer une expérience utilisateur moins bonne que ce qu'on peut avoir aujourd'hui grâce aux cookies ou aux gestions d'ID. Donc il y a le contenu, mais aussi le ciblage qui va poser un problème à terme. Merci Pierre-Louis. Frédéric, sur ce respect, enfin le fait de convaincre l'annonceur sur la bonne utilité de l'expérience utilisateur pour une performance marketing, est-ce que c'est un vœu pieux ou pas? Je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que non, ce n'est pas un vœu pieux et que, en tout cas, les agences en ont tout à fait conscience aujourd'hui, les éditeurs, ça fait un bon moment qu'ils en ont tout à fait conscience aussi. Et dans les faits, les annonceurs commencent à prendre conscience aussi de plus en plus que non, ce n'est pas un vœu pieux. Et l'UX, c'est extrêmement important pour générer de la L'expérience utilisateur, user experience. L'expérience utilisateur. Connaissent pas. Trop d'anglicisme sur ce marché. Très Non. bien. Je vais essayer de rebondir avec sur... le Programmatic Society, si tu veux faire contre l'anglicisme, c'est un peu dur. Mais on switch en très bien. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais sur le ciblage et sur la data finalement qui est au cœur de ça. Je reprends l'exemple du monde du retail parce que c'est un secteur que je connais bien. Si encore une fois on se base dans, si on regarde la performance business, etc., que ce soit pour l'annonceur ou que ce soit pour le retailer, il y a le format, il y a l'encombrement publicitaire, il y a l'accès au contenu, il y a le contenu de la pub et le contenu du format pub en tant que tel, mais il y a aussi le ciblage data. Et le côté irritant ou pas, le fait de poursuivre ou pas, etc. Mais aujourd'hui, on a donc un Français sur 3, un peu plus d'un Français sur 3 aujourd'hui qui possède un adblock. On a un internaute ou un mobinaute sur 2 quand il se rend sur une marketplace e-commerce qui ne sait pas exactement ce qu'il va acheter. Donc le format publicitaire et le ciblage data sont aussi là pour accompagner cet internaute à générer de la performance. Et il faut justement que, en termes d'expérience utilisateur, le ciblage soit convenablement construit et que ce ne soit pas trop irritant pour ce client final. Et si on prend l'exemple, par exemple, de l'achat de mots-clés et du search sur les marketplaces e-commerce, aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers, je crois, des internautes, quand ils font une recherche sur Amazon, par exemple, pour un produit à Microsoft Surface Pro, qui vont cliquer sur le premier ou le deuxième résultat, qui sont des emplacements sponsorisés aujourd'hui et qui respectent totalement l'expérience utilisateur. Donc donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que clairement, ce n'est pas un vœu pieux. Cette prise de conscience, elle vient des agences et clairement, elle est en train de se répandre et d'être admise auprès et chez les annonceurs aujourd'hui. Merci. On en arrive à notre dernière question et vraiment, il va falloir y répondre en 3 mots. Donc, on a une régie et nous avons 3 experts qui accompagnent les annonceurs. Je vais poser la question à la régie de manière très directe. Quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour respecter l'expérience utilisateur? J'ai bien noté les 3 adaptations
des formats publicitaires et de la diffusion en fonction de l'usage, la durée, le comportement, mais d'un point de vue commercial, etc., ou de conseil auprès des annonceurs, comment ça se passe? Et je pose la même question en termes de conseils peut-être au marché, quelles seraient les initiatives à mettre en place, mais en 3 mots. Vincent, c'est dur, je sais. Donc, ce qu'on a mis en place, en effet, c'est adapter la publicité aux usages, au comportement et à la durée. On a également, sur la nouvelle plateforme France.télé depuis décembre dernier, proscrit tous les formats display. Donc, vraiment, la logique, c'est maximiser l'expérience utilisateur et la consommation vidéo, qui est notre promesse éditoriale première. Ce qu'on conseille aux marques, c'est en effet de prendre en compte ces critères-là, puisque, en effet, c'est un facteur prépondérant de l'efficacité de leur campagne publicitaire. Et également, en prenant en compte l'importance du contexte du programme et ce transfert de valeur qui s'opère entre, encore une fois, une marque programme et une marque annonceur. Donc, juste en résumé, c'est être conscient des enjeux de la qualité éditoriale, de la qualité de l'expérience utilisateur et de la qualité de l'expérience publicitaire. Merci Vincent, en 3 mots, et tu nous as fait une triptyque à la fin, c'est parfait. Merci. Laurence. Je trouve intéressant que France Télé ait arrêté le display. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, mais je te laisse le souligner, c'est pas forcément connu. Parce que le format display à 25 ans aujourd'hui, je ne sais pas s'il va avoir son 30e anniversaire. Parce qu'on l'a saturé en retargeting, en absence de ciblage, en mauvaise publicité. Moi, j'ai commencé dans le digital il y a plus de 15 ans. Je me souviens, le format publicitaire Star, c'était le 728 par 90 et le 300 par 250, et on y est toujours. Donc et tu n'as pas connu le 468 par 60? Si, si. C'était les courbes se croisaient, tu vois. Moi, je ne l'ai pas connu en tout. Désolé. Et en fait, je pense que d'un point de vue, quand j'étais en agence généraliste et maintenant en agence retail, il faut partir de l'utilisateur et du consommateur. Vous faites du contenu sur Facebook, respectez les codes du social. Arrêtez de nous foutre des campagnes avec un TVC pour une voiture qui dure 30 secondes ou 45 secondes. Ce n'est pas ce que les gens recherchent. Ils veulent du visionnage à hauteur d'homme. Sur le retail, c'est pareil. Partez de ce que les gens recherchent, pas de ce que vous voulez vendre. Adaptez-vous aux besoins de l'utilisateur. Et en particulier sur le retail, et sur le search d'une manière générale, on a une richesse de données qui nous permettent d'adapter nos contenus, mais aussi les produits aux besoins du consommateur qui sont radicalement en train d'évoluer en ce moment. Il faut faire de l'empathie marketing d'une certaine manière, et la data, elle est là aussi pour répondre à cette nécessité. Ce n'est pas que le data pour le ciblage, c'est aussi le data pour la stratégie. Tout à fait. La stratégie produit et la stratégie business d'une entreprise. Merci Laurence. Très rapidement, donc, en point de vue annonceur pur, un seul conseil, retravailler les KPI de façon la plus honnête et transparente avec l'agence. L'agence doit recommander ces KPI à l'aune justement de l'expérience utilisateur. Donc, il y a un engagement presque qualitatif de la part de l'agence envers l'annonceur et un engagement de la part de l'annonceur vers l'agence en disant « Ok, je vais être moins exigeant, ou en tout cas, je vais mieux contrôler mes attentes par rapport à mes messages publicitaires. » Et je rejoins, balancer un 30 secondes sur le digital, quel que soit l'endroit d'ailleurs, c'est pas forcément ce qui est le plus utile, éventuellement en catch-up et encore. Mais retravailler les KPI avec l'agence et baisser la voilure en termes d'attente. Merci Pierre-Louis. Frédéric, c'est pour toi le mot de la fin. 3 mots, c'est ça? Exact. Digital at trust. Non, voilà, mais l'expérience utilisateur, c'est un des 4 piliers de Digital at Trust. Initiative du SRI, du syndicat des régies Internet. Très bien, qu'il faut saluer aujourd'hui. Non, mais peut-être pour conclure, on a un peu l'impression, et ce n'est pas le cas que sur l'UX, mais qu'on a un marché à deux vitesses, avec les GAFA qui se sont emparés du sujet UX avant les autres, et bien justement le reste du marché qui petit à petit rattrape son retard, et Digital at Trust a cette ambition-là et un projet qui en tout cas, il faut le saluer aujourd'hui pour ça. Eh bien, c'est sur cette salutation que moi-même, je vous salue à nouveau et vous remercie pour avoir participé à cette émission et nous avoir donné des conseils pour améliorer l'expérience utilisateur pour que tout cela soit au service de la performance publicitaire. Merci, messieurs. Ainsi s'achève ce débat autour de l'expérience utilisateur au cœur de la performance publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1.
Respecter l'expérience utilisateur en publicité digitale, c'est éviter le rejet de la publicité par l'utilisateur. 2. Les annonceurs et leurs agences ont un rôle clé pour, en amont, s'assurer que la réflexion créative intègre la réalité d'usage digital de l'utilisateur. 3. Respecter l'expérience utilisateur, c'est pour les acteurs publicitaires s'adapter en fonction, petit a, des réalités d'usage, petit b, de la durée des contenus, petit c, du comportement de l'internaute au moment de sa navigation. Merci à Orange Advertising, France Télévisions, Smile Wanted et TradeLab pour leur soutien. Partenaire média CB News, Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.